Alors moi, c'est exactement comme ce que vous avez pu expliquer. En fait, j'ai eu un clivage, donc je me souvenais de rien du tout, Oui. de ce qui a pu m'arriver. Jusqu'à quel âge? Mes souvenirs commençaient à l'âge de 12 ans. D'accord. D'accord. Donc avant 12 ans, vous ne vous souvenez de rien? De rien du tout. D'accord. Et c'est lors du décès de mon grand-père à mes 20 ans, Oui. qui était comme un père pour moi, que tout a commencé à revenir petit à petit. Oui. Donc j'avais des crises d'angoisse, des phobies, j'ai développé problèmes avec l'alimentation, phobie du toucher, et tout est revenu petit à petit en fait. Et en un premier temps, je me suis souvenu qu'à l'âge de 9 ans, j'avais été violée par l'ami de mon père. D'accord. Et suite à ça, donc j'ai eu tout un travail psychologique et Donc vous avez pu être accompagnée par un psychologue, oui. Une psychologue? Oui, oui. Bon, ça c'est très bien. Oui. Et ensuite, j'ai fini par me souvenir également que j'avais été violée de l'âge de 8 ans jusqu'à mes 12 ans par mon père. Jusqu'à l'âge où j'ai décidé d'arrêter de le voir. D'accord. Et donc c'est à 12 ans que vous avez décidé de ne plus le voir. Et comment ça a été compris par votre entourage et votre famille, par lui d'ailleurs et par votre maman? Alors par ma maman, c'était déjà un divorce très compliqué. Ah, il divorçait, d'accord. Oui, donc parents divorcés, divorce très compliqué. Ma mère s'est demandé pourquoi, forcément. Et c'est vrai que j'étais une enfant qui ne parlait pas beaucoup. D'accord. Et donc j'ai pas voulu donner plus d'explications que ça. Et par contre, de moi-même, je ne pouvais pas lui dire que je ne voulais plus le voir. Donc je suis passée par ma tante. Oui. Et elle lui a annoncé comme ça du jour au lendemain que j'avais décidé de plus jamais le voir. Et que j'allais voir une psy et que s'il avait besoin de savoir pourquoi, qu'il pouvait l'appeler. Mais bon, il l'a jamais fait. Puis donc, voilà. D'accord. Et votre maman n'a pas eu de suspicion? Vous n'avez pas évoqué le sujet avec votre psy à ce moment-là? Ça n'a pas été... Non, à l'âge de 7 ans, j'ai été voir, vers 8-9 ans plutôt, excusez-moi, j'ai vu la première psy, et c'est vrai qu'après j'ai eu un gros blocage avec. D'accord. C'est que je lui ai dit que je ne voulais plus voir mon père, et que je ne voulais plus jamais le revoir, et elle m'a dit, tu sais, tu es petite, les divorces compliqués c'est normal, mais il ne faut jamais couper les liens avec les parents. Oui. Alors ça c'est la chose à ne pas faire, effectivement, parce que malheureusement très souvent dans les cas de divorce, quand un enfant est pris en charge par un psychologue, la crainte des psychologues c'est que l'enfant soit instrumentalisé, qu'il soit l'objet qu'il soit utilisé en fait comme objet de conflit avec l'autre parent. Et donc c'est vrai que la plupart des psychologues ils sont méfiants. Ils vont être méfiants quand un enfant se met à refuser de façon catégorique de voir le parent parce que il se dit bon peut-être que c'est l'autre parent celui qui a la garde qui influence de façon négative l'enfant. Mais en même temps, je suis navrée. Bon après Kol Shai Ben Mektoub, les choses devaient se faire comme ça. Mais n'hésitez pas. Là je parle à nos auditeurs qui ont des enfants ou pour lesquels ils constatent un trouble du comportement, ils constatent des cauchemars, des terreurs nocturnes, un refus de s'alimenter, une subite agressivité, etc. N'hésitez pas à leur faire consulter un psychologue parce que c'est quand même quelque chose qu'on arrive à repérer. On arrive quand même, je dirais pas très facilement, mais on arrive à repérer un enfant qui est victime d'agression sexuelle. Après, effectivement, s'il se réfugie dans le mutisme et que rien ne sort, c'est un peu plus compliqué, mais on a à notre disposition des outils, on a les tests projectifs, on a les dessins, on a le jeu, on a différents moyens à notre disposition pour identifier des enfants qui seraient potentiellement victimes d'agression. Donc effectivement, ce dont vous êtes en train de nous parler, c'est assez compliqué. Et comment vous avez vécu votre adolescence et le début de votre âge
de votre période de vie de femme. Comment s'est passé alors je sais pas si on peut aller jusqu'à évoquer le sujet de votre sexualité, mais en tout cas comment vous avez grandi après? Donc adolescente, on va dire que je sortais pas, je restais enfermée chez moi, très discrète. Voilà. Et après, en grandissant, toujours pareil, et c'est vrai que pas du tout à l'aise avec les adultes. D'accord. Très difficile pour vous de faire confiance aux autres. C'est très compliqué de redonner sa confiance effectivement aux adultes, parce que cet adulte qui ne m'a pas cru, cet adulte qui n'a pas vu ma souffrance, cet adulte qui n'a pas deviné ce que j'étais en train de vivre. Comment je peux lui faire confiance alors que moi j'étais un enfant, et puis comment cet agresseur, cet adulte agresseur, comment il a pu profiter de moi et de ma faiblesse, et effectivement en grandissant on n'a plus confiance. C'est très compliqué. Ça devient très très compliqué. Est-ce que le travail thérapeutique, donc ça c'est important pour nos auditeurs, est-ce qu'il a duré longtemps? Comment vous en êtes sorti? Puisque je suppose que si vous avez le courage de témoigner ce soir, c'est que peut-être il y a un travail qui a été fait, comme vous me l'avez dit, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça fait maintenant 3 ans que je fais un travail thérapeutique. D'accord. Au bout d'1 an, je me suis dit que j'étais forte, que c'était le passé. J'ai voulu arrêter. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement c'était vraiment indispensable, qu'il fallait faire ce travail-là jusqu'au bout. Et je continue encore aujourd'hui à travailler sur ça. Bon, c'est très bien. Tant que vous êtes accompagné, effectivement, c'est juste pour moi, arriver à certains moments, ça devient effectivement indispensable. Est-ce que vous arrivez mieux à gérer vos émotions? J'arrive mieux, oui, beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est vrai que ça reste quand même très compliqué. Toujours de la culpabilité? Oui. D'accord. Ouais, donc effectivement, il faut. Est-ce que vous assistez à des groupes de parole? Non. D'accord. Peut-être essayer de sortir justement de son isolement en assistant à des groupes de parole pour que vous puissiez aussi faire l'expérience de l'autre qui n'est pas dangereux. Ce serait. Et au niveau professionnel, comment ça se passe? Alors, à l'époque, je travaillais avec les enfants. Oui. Qui sont pas dangereux, très souvent. Comment? Très souvent, quand on évoque des faits d'agression, on me dit je travaille avec les enfants. Très souvent, ou bien la personne devient éducatrice, elle devient nounou. Enfin voilà, c'est parce que l'enfant n'est pas dangereux et on est dans de la réparation. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Je vous en prie. Sauf que le problème, c'est que au bout d'un certain temps, c'était devenu invivable parce qu'en fait, je prenais tout le malheur des enfants, leur histoire, je le prenais en fait directement pour moi. Il n'y avait pas de distance. Ah non, il n'y avait vraiment aucune distance. Et j'ai été obligée d'arrêter de travailler. C'est ce qu'on retrouve très souvent, même dans 68% des cas de personnes victimes d'agressions sexuelles, ce sont des personnes qui ne peuvent pas exercer une activité professionnelle. Ça vient paralyser toutes les sphères de leur vie, dont la sphère professionnelle, effectivement. Donc vous avez fait un travail thérapeutique, on me fait signe que oui parce qu'on a d'autres auditeurs qui veulent témoigner aussi. Alors en conclusion, William. En conclusion, vous êtes une personne qui effectivement décrit très bien ce qui se passe, à savoir le clivage, à savoir des phobies, une anorexie ou une boulimie, des troubles des comportements alimentaires, à savoir le déclic. Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur? Souvent, c'est un deuil, c'est le décès d'une personne qui était importante pour nous, qui psychiquement nous étayait. C'est quelqu'un qui était notre secours, celui celui ou celle sur qui on pouvait compter dans notre vie. Quand il vient à disparaître, on se confronte de façon très violente au vide, au sentiment d'abandon. Et donc là, très souvent, c'est là qu'on
on revit des scènes qu'on a cru occulter, qu'on a cru passer. Et puis c'est suite à ça, effectivement, comme vous le décrivez très bien, les flashs, et puis le refus, le parcours thérapeutique, et puis le refus d'être confronté, l'évitement en fait, le refus d'être confronté à son agresseur. Donc tout ce dont vous nous avez parlé, ça illustre très très bien ce que vivent de milliers de personnes, malheureusement. Et j'en profite de votre témoignage pour dire aux parents qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites confiance à la parole de votre enfant. C'est pas parce qu'il y a eu l'histoire d'Outreau avec voilà, des enfants qui auraient été manipulés ou je ne sais quoi, que la parole de l'enfant n'a pas de valeur. Quand un enfant vous dit papa ou maman m'a fait ça, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Merci beaucoup, madame. Mille merci pour votre témoignage. Je sais que c'est compliqué, surtout que vous êtes en plein processus de reconstruction. Donc franchement, je vous tire mon chapeau parce que il fallait le faire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci madame. À vous. À bientôt. Très bonne continuation. Bonne continuation à vous également. Merci beaucoup, madame.